Vivre. De quelle façon faut-il vivre? Vivre d'une façon supérieure ou d'une façon animale? Quels sont les êtres dont l'humanité entière se souvient avec reconnaissance? Qui sont ces êtres que l'humanité glorifie? Eh bien, il s'agit de ceux-là qui sont arrivés à se surpasser, ou bien ceux qui se laissent arriver à satisfaire leurs besoins et leurs plaisirs de jouissance. Quel que soit l'amour et la compréhension que l'on a pour les humains, on ne peut nier qu'il existe une hiérarchie parmi eux et que certains sont restés proches de l'animal, tandis que d'autres se sont élevés très haut. Ces êtres exceptionnels se sont distingués des autres par leur vie intelligente, belle, et surtout leur vie utile à autrui. Personne ne leur aurait donné cette place d'honneur s'ils n'avaient rien fait de bon pour la collectivité. Eh bien, ce sont ces êtres magnifiques, ces bienfaiteurs de l'humanité, avec leur noblesse, leur probité, leur désintéressement, que nous devons suivre et prendre pour modèle. Quand on étudie tous ces personnages qui sont restés dans l'histoire à cause de leur génie, de leur élévation morale, de leur force de caractère, on est obligé d'admettre qu'il est une façon supérieure de vivre, de penser, de se développer, et une autre façon qui fait retourner l'homme vers l'animal. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. Une formation sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie Covid-19. C'est une initiative de l'Agence nationale des soins de santé primaire qui vise à associer davantage les acteurs du privé pour l'amélioration de la couverture vaccinale nationale. À quelques semaines de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, un curieux constat, les stands de vente de fournitures scolaires sont étonnamment vides. Acheteurs et vendeurs se plaignent sur cet état de choses. Un pont de Parakou dans un état de dégradation avancée. Si rien n'est fait dans quelques jours, ce pont pourrait céder au détriment des usagers. Gulf TV Africa est allé faire le constat. Le dialogue national tchadien en difficulté, les relations difficiles entre l'Union européenne et l'Afrique et le décès du dernier président soviétique, Mikhail Gorbatchev, au cœur de notre duplex ce soir, avec notre chaîne partenaire, la radiodiffusion publique et télévision allemande, la Deutsche Welle. Serge Vien-Couimon de Gulf TV Africa recevra en direct de Borne Fréjus Quenom à cet effet. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa. Merci de toujours nous préférer pour vous informer.
Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a rencontré hier les entrepreneurs français du mouvement des entreprises de France, MEDEF. À l'occasion, Patrice Talon a prononcé un discours mémorable qui aura retenu l'attention de ses compatriotes. La lecture des sujets abordés par l'hôte des chefs d'entreprise françaises par les Béninois dans ce reportage signé Spiro Aoussine. Face aux entrepreneurs français, le chef de l'État béninois a vanté les mérites du pays et les opportunités qu'il offre aux potentiels investisseurs. Une intervention succincte, cohérente et sincère selon ses compatriotes. Mais il a dit quelque chose qu'il a reconnu et il a expliqué pourquoi. Est-ce que vous imaginez un pays comme le Bénin, que nous connaissons tous très bien, où nous n'avons pas envie, même son voisin, de le voir évoluer. À plus forte raison en politique. Nous avons connu ce pays avec tous les droits démocratiques, n'est-ce pas? Droit de grève, liberté d'expression, on l'a connu pendant 55 ans. Ça nous a amené où? J'approuve totalement ce que le président Patrice Talon a dit, parce qu'il nous souvienne, nous avons été sous un régime dictatorial, révolutionnaire, marxiste-léniniste, où toutes les libertés nous étaient privées. Et on ne s'en est pas plaint. On l'a subi pendant 27 ans, n'est-ce pas? Et on est allé où? Là, on vous dit on fait un recul démocratique. Est-ce qu'on est en train d'assassiner les Béninois parce qu'ils parlent? Est-ce qu'on nous a enlevé tous nos droits humains? On nous dit faites une petite concession afin que nous puissions avoir des hôpitaux, qu'on ne vole plus. Faites une petite concession pour que quand on veut vous construire des hôpitaux, que certaines personnes ne se mettent pas en travers et disent sous prétexte de ma liberté. Vous savez, la liberté de chacun s'arrête où commence celle des autres. Après cet exposé, il était normal pour le chef de l'État d'exposer un peu la méthodologie et l'approche avec laquelle il a pu atteindre ses résultats. Et parmi les approches, parmi les politiques publiques que le chef de l'État a mis en œuvre, il y a un peu la gouvernance sociale qui est apparue où on parle un peu de recul démocratique tant sur la gouvernance sociale que sur la gouvernance du système partisan. Et par rapport à ça, entre autres, nous avons le droit de grève qui a été limité, voire supprimé pour certains secteurs des employés de l'État, que l'ensemble de ces politiques puissent se dérouler normalement pour le bien-être de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La déclaration du chef de l'État vise à attirer les investisseurs et leur démontrer que le Bénin a changé et reste aujourd'hui un hub de développement. Nos jeunes souffrent. Nos jeunes sont hyper diplômés et ont du mal à trouver de l'emploi parce que nous avons un problème d'unité de production. On n'a pas assez d'unités de production. Et lorsque vous avez la chance d'avoir cette opportunité-là, que le chef de l'État a, et il a mis les petits plats dans les grands pour éventuellement inciter les entrepreneurs, les gros entrepreneurs, les grands entrepreneurs français de venir investir dans notre pays en leur offrant toutes les conditions pour qu'ils puissent quand même faire du chiffre, comme on le dit. C'est d'abord créer de l'emploi à nos jeunes. C'est un satisfecit général, global. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et il a très bien présenté. Il a en plus dit, aujourd'hui, les Béninois ont au moins 3 caractères que lui, président de la République, il a essayé de leur imprimer, à savoir l'ambition, le sérieux et l'acharnement au travail. C'est vrai que sans ces éléments-là, il est difficile d'abord que soi-même on se réalise, et à plus forte raison de réaliser, de faire en sorte qu'un pays d'école se développe. Maintenant, il a aussi dit aux chefs d'entreprise français des choses que je pense qu'il aimerait, que ces chefs d'entreprise aimeraient entendre. Donc c'est le deuxième volet. Par contre, pour ces Béninois, le chef de l'État aurait pu ne pas faire cette déclaration et se limiter au cadre des affaires. La déclaration sur les entorses à la démocratie est un aveu, disent-ils. Il a reconnu et il a avoué qu'il a tué la démocratie. C'est clair. Le fait d'annuler les droits de grève, ça, vous tuez la démocratie. Le pouvoir pour le peuple, par le peuple et pour le peuple.
C'est clair. Il ne peut pas imposer. Si vous imposez, vous faites de la dictature. Et la dictature conduit à la tyrannie. Mais au niveau de la démocratie, ce n'est pas encore ça. Parce que c'est la démocratie qui a emmené M. Patrice Talon au pouvoir, dont je suis un soutien. J'ai soutenu l'arrivée de M. Patrice Talon en 2016 au pouvoir. Donc il ne peut pas arriver au pouvoir et briser la démocratie. Les pays développés en Europe ou à l'Occident font la démocratie. Que ce soit en France, vous avez vu les élections législatives passées, où Macron étant au pouvoir, ayant gagné des élections, n'a pas eu la majorité absolue à l'Assemblée. Alors, donc, ce n'est pas parce que nous voulons faire le développement du pays que nous allons barrer ou écraser la démocratie. Hein? La classe ouvrière dit réagir incessamment aux propos tenus par le chef de l'État lors de sa rencontre avec les entrepreneurs du MEDEF. Formation ce mercredi à Cotonou sur la gestion de l'infodémie liée à la pandémie Covid-19. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de soins de santé primaire qui vise à associer davantage les acteurs du privé à l'amélioration de la couverture vaccinale au plan national. Diverses présentations à cette occasion ont permis de faire, entre autres, le point des difficultés rencontrées dans la vaccination contre le Covid-19 et de définir de nouvelles stratégies pour l'atteinte des 60% des taux de couverture vaccinale. Gauthier Sédodé, Flavien Zouban. Plus de 2 ans déjà que le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, est confronté à la pandémie de Covid-19. La campagne de vaccination initiée pour contrer le mal a, elle, été sérieusement perturbée par l'infodémie sur les réseaux sociaux. Les acteurs de la santé du secteur privé sont ici réunis pour une formation sur la gestion de l'infodémie liée à cette pandémie. L'Agence nationale des soins de santé primaire associe les acteurs privés pour l'amélioration de la couverture vaccinale. Des mesures ont été prises, notamment la vaccination, pour donc arrêter la chaîne de transmission donc, du virus. Force est de constater que nous avons encore une couverture vaccinale insuffisante du fait de la réticence de la population liée aux fausses rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Pour donc améliorer et corriger cette situation, l'Agence nationale des soins de santé primaire a initié cet atelier pour outiller les participants ici présents par rapport donc, à la gestion des fausses informations liées à la COVID-19 dans les différents départements du pays. Il faut dire que le Bénin s'est fixé comme objectif d'atteindre 60% de couverture. Mais aujourd'hui, nous sommes à 35%. Donc, comme vous le constatez, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Et raison pour laquelle, avec l'appui de nos partenaires, nous continuons donc de mobiliser les populations, continuons de mobiliser les différents acteurs. Et c'est pour ça que nous avons pensé à vous. On sait que le secteur privé aujourd'hui prend environ 52% des cibles. Donc vous avez beaucoup de masques qui passent chez vous et on aurait vivement souhaité que vous contribuiez de façon efficace à sensibiliser les communautés pour qu'ils puissent adhérer à la vaccination. À ce jour, le Bénin dispose d'au moins 4 gammes de vaccins au niveau des formations sanitaires. Des présentations ont permis de cerner les difficultés rencontrées dans la vaccination de masse et les défis qui restent à relever. Chers collaborateurs, le défi qui reste à relever est donc celui de mobiliser les populations pour leur forte adhésion à une vaccination complète. C'est pour cela que je voudrais vous inviter, vous acteurs du secteur privé, à un engagement personnel aux côtés du ministère de la Santé et partenaires techniques et financiers ici représentés, à lutter efficacement contre cette pandémie. La vaccination contre la Covid est un acte d'amour. Les vaccins dont nous disposons au Bénin protègent nos proches. Les vaccins que nous utilisons sont sûrs et efficaces et ne devraient pas constituer un frein à la vaccination. La vaccination est accessible à tous les adultes et est recommandée pour les enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer.
Une fois encore, je voudrais vous exhorter à appuyer le gouvernement à travers les sensibilisations des populations pour susciter leur adhésion à la vaccination. À cette occasion, des remerciements ont été adressés à l'endroit des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, OMS, USAID, UNICEF et autres pour leur soutien constant dans la gestion de cette crise sanitaire liée au Covid-19. Un curieux constat se fait depuis peu à quelques semaines de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023. Les stands de vente de fournitures sont étonnamment vides. Vendeurs et acheteurs s'en plaignent et expliquent que ce qui serait à l'origine de cette situation est la paupérisation et le dépérissement du coût de la vie dans le pays depuis quelques mois déjà. Gulf TV Africa est allé faire le constat. Joachim Kamaldine. Le 19 septembre prochain, les élèves reprennent le chemin de l'école. Réveil matinal, travaux dirigés, cours du soir et séances d'études avec les professeurs meubleront les 9 mois à venir des élèves et parents d'élèves. Toutefois, ces derniers appréhendent cette rentrée académique à cause justement de la cherté de la vie qui rend difficile l'accès aux fournitures scolaires. Nous devons vraiment envoyer nos enfants à l'école. Aujourd'hui, c'est une obligation pour tous les parents d'envoyer les enfants à l'école. Mais malgré cela, le temps est trop dur. Ils devaient essayer de voir, surtout la vente des fournitures scolaires. Vraiment, c'est trop cher pour nous les parents. Or, puisque un parent qui a au moins 4 enfants ou bien 5 enfants... Vraiment pas encore. Parce que je ne sais même pas si les enfants pourront continuer les études compte tenu du temps du pays. Et vous-même, vous le savez, ce qui se passe actuellement. Sur les stands de vente des fournitures scolaires, le constat est alarmant selon ces revendeurs qui se plaignent de la baisse des ventes par rapport aux années antérieures. Par rapport à l'année passée, on constate que l'affluence n'est pas si élevée par rapport à l'année passée. Cette année, les parents viennent demander les prix. Certains parents trouvent que le prix est un peu élevé et ils repartent, ils disent je vais revenir. Mais franchement, cette année, la vente n'y est plus. Malgré que les fournitures scolaires sont vraiment nécessaires pour les enfants, c'est à croire que les parents ne veulent plus sortir acheter les fournitures scolaires. Il n'y a pas d'affluence. Tous sont unanimes que la cherté de la vie, notamment la hausse des prix au niveau des fournisseurs, est à l'origine de la situation. Je pense que c'est le fait que les prix au niveau des grossistes ont augmenté considérablement. Parce que même nous les revendeuses, on se plaint déjà. Au niveau des grossistes, les fournitures sont hyper chères. Donc franchement, nous les revendeuses, on ne peut pas faire autrement. Oui, les prix ont grimpé. Certains prix ont grimpé. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Bon, c'est la cherté de la vie. Bon, à l'achat, si le produit est un peu cher à l'achat, donc pour revendre, on est obligé d'augmenter un peu pour trouver notre bénéfice en fait. La caille, vraiment, les prix sont montés. Et bon, quand nous venons, les vendeurs nous montrent que voilà, les TVA, les quoi sont déjà montés. Donc on ne sait pas si peut-être les enfants peuvent reprendre les classes compte tenu du truc de la vie. Tout est cher. Ce n'est pas les fournitures seulement. Tout est cher dans le pays. Tout est cher. On ne comprend pas. Nos fournisseurs nous disent que c'est la douane, que la douane est chère, Donc ils nous vendent cher. Nous aussi, on est obligés d'augmenter un peu. Une situation donc qui nécessite une intervention des autorités compétentes. Donc, vu la situation dans laquelle nous sommes, vraiment c'est très dur pour nous les parents. Il faudrait que, de côté des gouvernements, ils n'ont qu'à essayer, s'ils vont s'entendre, de fixer au moins un prix qui va arranger, qui va permettre à tous les parents d'avoir les enfants à l'école. Puisque, au coût des moyens, il y a d'autres qui veulent que les enfants aillent étudier, mais ils n'ont pas de moyens. Comment ils ont fait? Franchement, c'est eux la lumière de ce pays. C'est eux qui voient ce qu'il faut pour nous. Ils sont là pour réglementer ces trucs-là. J'aimerais vraiment qu'ils voient s'ils peuvent subventionner les fournitures scolaires pour que nous-mêmes, nous les revendeuses, on puisse avoir ça moins cher de chez les grossistes pour pouvoir revendre aux parents. C'est un truc à la chaîne. Si on trouve ça moins cher, nous les revendeuses, on va vendre ça moins cher pour que les parents puissent venir acheter. Et c'est un peu d'argent. De toute façon, l'impôt viendra prendre l'argent. L'argent retournera à la caisse. Nous supplions le chef de l'État, notre papa, notre mari, de bien vouloir voir la douane
en baisse pour que les choses soient un peu moins chères dans le pays. Parce que vraiment, nous crions au secours. Revendeurs, parents d'élèves et élèves espèrent que leurs cris de cœur ne tomberont pas dans des oreilles de sourds. Un pont de la ville de Parakou, nous sommes dans le département du Borgou, est dans un état de dégradation très avancé et inquiète les populations riveraines. Il s'agit de ce pont stratégique pour les populations des localités de Titourou et de Banikani. Et si rien n'est fait dans les prochains jours pour sa réparation, l'ouvrage pourrait bien céder et rendra la tâche encore plus pénible aux usagers. Golf TV Africa, antenne septentrionale, est allé faire le constat. Fidèle Zimbabwe. Ce pont relie les quartiers Banikani et Titiru. Voici l'état dans lequel il se trouve. C'est un réel piège à hommes qui se trouve ici. D'ailleurs, en l'intervalle de quelques semaines, les riverains ont assisté à une dégradation rapide de l'infrastructure. Et si rien n'est fait dans les prochains jours, ce pont pourrait céder. Encore faudrait-il croiser les doigts pour que des pertes en vies humaines ou de graves accidents ne soient enregistrés ici. Les populations des deux quartiers craignent pour leur vie. Je te dis, la nuit, c'est très très dangereux ici, parce qu'il n'y a pas l'éclairage ici. Quand il fait nuit, vous vous dépassez ici, ça, c'est grave. C'est très très grave. Donc ça s'est dégradé par la pluie. De deux, en faisant ça, ils n'ont pas fait les études de faisabilité. Ça, c'est un, ça. Depuis que ça a commencé, les gens parlent, la mairie fait comme elle n'entend pas. Très 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 dangereux. Ce n'est pas qu'un pont, ça a déjà tué 3 personnes ici. C'est un pont qui a tué 3 personnes. Mais je ne sais pas si la mairie même sait que c'est comme ça. C'est ça que je me demande, quoi. Et aussi le pont dont nous parlons, là il y avait un étudiant qui a été emporté par l'eau de ruissellement. Ça fait déjà quelques années. Mais si aujourd'hui le pont là est comme ça, nous ne voulons pas entendre les derniers mois qui vont dire nos condoléances. Le pont risque même de céder. Ça a cédé parce que si vous quittez le seuil Titirou en venant vers Banikani, c'est à votre gauche que les pavés et le sable de la territoire, tout est déjà emporté par le ruissellement. À ce niveau, ce n'est pas ce pont-là qui devait être fait. Bientôt, c'est la rentrée. Nous les demandons de sauver ces écoliers et élèves qui sont en train de s'apprêter pour le chemin de l'école. Sinon, vraiment, il y aura des pertes humaines là-bas. La réputation de ce pont à Parakou n'est pas forcément bonne. Le courant d'eau qui passe par ici, lors des saisons pluvieuses, est puissant au point où près de 3 personnes ont déjà perdu la vie en voulant traverser le pont. En plus de ce que le pont est dangereux quand il pleut, l'état dans lequel il se trouve le rend doublement dangereux. Depuis quelques années, les populations ont toujours crié au secours concernant le pont. Et parlant des bordures, le CIA avait pris ça en considération. Mais finalement, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils ont encore zappé à ça. Mais à l'instant T, ce n'est pas fait de bordure. Le lieu là a besoin d'un autre pont. Parce que c'est le seul pont qui est là. Le lieu là a besoin de 2 ponts. 2 ponts bien hauts et bien larges. Parce que l'eau qui quitte de la ville, c'est pas là que ça passe. L'eau qui vient par là, c'est une eau vraiment très forte. Non, si c'est ça, là, les gens se plaignent toujours. Ils disent que nous, on ne fait rien. J'ai dit non, c'est à la mairie de faire. Il vaut mieux que la gravité de la situation soit mesurée au plus vite que d'attendre que les situations non souhaitables surviennent. Les autorités de la municipalité de Parakou doivent particulièrement se pencher sur la situation de ce pont. C'est le souhait ardent des populations. Et parlant du pont Titirou, à vrai dire, ça ne va pas. Le pont Titirou est en cours de dégradation vif. Et nous demandons à nos autorités de penser le plus tôt possible pour un soulagement, juste pour la circulation des personnes et des biens. Non, ils doivent réagir, ce n'est pas après les cadavres qui viendront réagir. Il faut qu'ils viennent voir et faire part au gouvernement. Parce que j'ai entendu dire, ils disent que c'est au gouvernement de faire ça. Ils font partie du gouvernement. Non? C'est à eux d'aller dire au gouvernement, ah, il y a des problèmes ici, voir comme ça, pour que le gouvernement lui sache. Il ne peut pas être à côté de nous. Vous êtes l'œil du gouvernement à Parakou, la mairie. Pendant qu'il est encore temps, la mairie de Parakou devait prendre la situation en main.
On reste à Parakou pour parler de l'équipe de la Fédération béninoise de football qui a été reconduite avec une légère modification à l'issue de la dernière Assemblée générale. L'équipe aura donc 4 ans devant elle pour redorer le blason du football béninois. Les acteurs du football de la partie septentrionale du Bénin disent leurs attentes par rapport à cette nouvelle équipe. On les écoute sur des propos recueillis pour vos parts, Fidèle et Zimbabwe. Et 2 saisons passées, je crois qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont fait ce que nous n'avons pas connu entre-temps, c'est déjà bon. Mais comme on le dit très souvent dans notre langage courant, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il va falloir qu'il redouble d'efforts, qu'il amène encore le foot au haut niveau. Pourquoi pas, si on pouvait voir certains gestes comme celui du Camerounais, le jeune Camerounais Samuel Eto'o, on aurait encore plus apprécié parce que qui ne veut pas que le foot se développe. Donc, ils n'ont qu'à vraiment pardonner et revoir la situation des présidents de club parce que vraiment, il faut être président de club pour savoir ce que c'est que le football au Bénin. Ce n'est pas facile. Ce côté-là, il va falloir qu'ils reviennent sur ça parce que c'est de là passe le bien-être de ces joueurs. Hein? Si on veut voir la réalité, c'est la base du football en question. Et c'est là qu'on doit vraiment mettre de moyens pour faire sortir le talent de ces jeunes. Et s'il n'y a pas les moyens au niveau des présidents, les présidents n'iront pas vers les joueurs aussi pour les mettre à l'aise afin que le jeune joueur puisse sortir vraiment la qualité de jeu qu'il mène. Si la maladie le prend ou la faim, pardonnez-moi de le dire, mais c'est comme ça, soit le jeune n'a pas pu payer son loyer, psychologiquement il est atteint, il ne pourra pas faire mettre son talent en pratique. Voilà une équipe qui pendant 4 ans a réussi quand même à faire en sorte que le championnat soit régulier. C'était important. Maintenant, elle-même consciente de ses insuffisances, a anticipé avant l'âge en énumérant un certain nombre d'axes sur lesquels elle doit vraiment s'appesantir. Elle doit vraiment renforcer son investissement. Je citais déjà comment la formation des entraîneurs, c'est très important. Des entraîneurs, des arbitres, vous voyez. Et comment dire, le football féminin, il faut qu'il prenne son envol. C'est vrai qu'on a eu quelques prémices ces dernières années. Bon, c'est déjà mieux par rapport à ce qu'on connaît il y a 5 ans, c'est bien. Il faut, j'ai lu que cette équipe est prête à accompagner des clubs qui sont qualifiés pour les compétitions africaines. Voilà, je pense que ça m'enchante plus. C'est parce qu'une équipe qui a qualifié, un club qui est qualifié pour une compétition africaine et que c'est les dirigeants seuls qui doivent courir pour mettre les moyens, c'est pas bien. Pourtant, s'il y a de bons résultats, ça va impacter tout le pays. Donc, à défaut que ce soit le gouvernement, eh bien, cette fêtière-là, qui est spécifique au football, doit pouvoir s'occuper de ces questions. Hein? Donc ça, c'est très bien. À part ça, il y a les catégories d'âge qui seront, depuis plus de 5 ans, les gens ont toujours fustigé le fait qu'il n'y a pas de championnat de catégorie, le fait que chaque fois qu'on a besoin de renforcer les équipes, il faut aller chercher des étrangers. Si nous-mêmes, nous investissons au niveau de la formation, comme cela se fait de manière officieuse, alors avec une compétition, un championnat pour les différentes catégories, donc c'est plus facile de suivre, n'est-ce pas, un joueur et d'être sûr qu'il sera un produit fini qu'on peut consommer au moment opportun. La seconde chose, c'est au niveau des champions en titre du Bénin. On se croirait, bon, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon ce qui se fait, mais on se croirait à un championnat de quartier organisé. Lorsqu'on voit un champion qui n'est pas bien traité, que le trophée qu'il a pris, ce n'est pas vraiment un trophée qui donne envie de courir, de se donner à fond pour l'avoir. Non, ça ne donne pas encore envie. S'il va falloir mettre un trophée qui sera récupéré chaque fois par la fédération et reposé comme le fait à la Coupe d'Afrique et aussi pour la Coupe du Monde,
et qu'il donne une nouvelle image à notre championnat du Bénin, je crois que beaucoup mettront de moyens et beaucoup d'efforts et les... Mesdames, Messieurs, nous allons à présent établir la liaison avec notre chaîne partenaire, la radiodiffusion et télévision publique allemande, la Deutsche Welle. Le dialogue national tchadien en difficulté, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique et le décès du dernier président soviétique, Mikhail Gorbatchev, sont au menu de notre entretien ce soir avec notre chaîne partenaire. En direct de Cotonou, Vivien Serge Couillemont va recevoir Fréjus Konom de la Deutsche Welle. Suivez. Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau en liaison avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW. Avec nous aujourd'hui, Fréjus Konom. Fréjus, bonjour. Bonjour Serge. Au menu, le dialogue national tchadien en difficulté, les relations entre l'Union européenne et l'Afrique et le décès de Mikhail Gorbatchev, prix Nobel de la paix en 1990. Nous commençons donc par ce dernier sujet. L'ancien dirigeant de l'URSS est mort ce mardi à 91 ans et l'Allemagne semble lui rendre un hommage particulier. Bien sûr, Serge, car Mikhail Gorbatchev, que les Allemands appellent Gorbi, est considéré comme l'un des pères de la réunification allemande. C'est déjà vers la fin des années 80 que Mikhail Gorbatchev s'est assuré une place dans l'histoire en favorisant la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin en 1989, grâce bien sûr à sa politique de la glasnost, qui signifie l'ouverture, et de la perestroïka, qui signifie la transformation. Cela a été souligné d'ailleurs par de nombreux acteurs politiques de l'Allemagne, de tous bords, à commencer par le président fédéral. Frank-Walter Steinmeier a rendu un hommage appuyé en soulignant que les décisions courageuses et humanistes prises par Mikhail Gorbatchev ont rendu possible le miracle de la réunification pacifique de la République fédérale allemande, RFA, à l'ouest, et la République démocratique allemande, RDA, à l'est, et la fin de la division de l'Europe. Comme vous le savez, la RDA était un pays satellite essentiel contrôlé par l'Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais la politique de Mikhail a eu également des répercussions en Afrique, Fréjus. Tout à fait. En Afrique, les pays qui étaient alliés à l'URSS, comme le Mali, le Togo, le Niger ou le Bénin, tentent, après la chute de l'ex-URSS, de s'ouvrir à la démocratie. Le déclic a été donné, bien sûr, par le Bénin avec la conférence nationale qui a eu des échos dans d'autres pays du continent. Donc, Mikhail Gorbatchev est une figure qui a marqué l'histoire politique en Afrique comme en Europe. Hélas, le prix Nobel de la paix, 90, vous l'avez rappelé tout à l'heure, disparaît dans un contexte où l'Europe connaît une guerre initiée par la Russie, une guerre qu'il avait critiquée tout en dénonçant également la politique de sanctions qui, selon lui, ne fait qu'éloigner l'Europe et la Russie l'une de l'autre. Et justement, il était entre autres question de l'agression russe contre l'Ukraine lors de la réunion des ministres européens de la Défense. Ils se sont retrouvés mardi dans un cadre informel en République tchèque et ont aussi discuté de la situation au Sahel. Alors, Fréjus, qu'est-ce que l'Europe de la Défense compte faire à l'avenir concernant son engagement aux côtés des États sahéliens ? Eh bien, à la sortie de la réunion de Prague, Jana Černochová, la ministre tchèque de la Défense, a rapporté que la situation dans la zone du Sahel était un sujet qui préoccupe les ministres européens de la Défense. Et ce n'est pas uniquement parce que plusieurs de ces États sont impliqués dans diverses missions de formation dans cette zone du Sahel. Il y a un lien qui est fait avec la guerre en Ukraine. Ce qui compte pour l'Europe de la Défense, c'est de ne pas laisser le champ libre à la Russie ou aux paramilitaires russes du groupe Wagner qui opère dans la région du Sahel actuellement. Mais dans le concret, sur le terrain, est-ce que cela signifie qu'un retrait définitif du Sahel n'est pas envisagé ? Cela voudrait dire, Serge, que l'hypothèse d'un retrait du Sahel n'est pas une option. Au contraire, Joseph Borrell, le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, est même allé plus loin en affirmant que les mercenaires russes représentent une menace directe pour les populations de la République centrafricaine et du Mali, et qu'il faille faire quelque chose. Les États européens se sentiraient donc obligés de contribuer à la stabilisation du Sahel pour anticiper des conséquences éventuelles sur le territoire européen.
Mais il y a aussi un duel qui se joue et qui se traduit sur le plan diplomatique avec plusieurs voyages qui ont récemment ciblé le continent africain. En juillet dernier, je le rappelle, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en tournée sur le continent. Il s'est notamment rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Presque au même moment, le président français Emmanuel Macron était en visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Et quelques jours après, c'était au tour du secrétaire d'État américain Anthony Blinken de se rendre sur le continent africain. Ce sont des tournées aux allures de duel à distance dans la guerre d'influence que se livrent la Russie, la France et les États-Unis sur le sol africain. Il ne nous reste plus qu'à parler du Tchad. Les travaux du dialogue national ont été à nouveau suspendus ce mardi après une brève reprise marquée par l'installation du présidium Fréjus Konom. Tout à fait, les travaux devraient reprendre vendredi matin. C'est en tout cas ce que l'on a appris du côté du président du Présidium. Le Présidium, dont l'installation aggrave d'ailleurs les tensions liées au boycott du dialogue par une partie des Tchadiens. Le Présidium est composé de 21 membres. Or, 500 personnes sur les 1400 délégués se sont portées candidates pour intégrer cet organe. À l'annonce de la composition du Présidium, de nombreux délégués ont donc signalé leur retrait des travaux. Ils affirment que les membres du Présidium seraient tous du même bord politique et que les jeux seraient déjà faits. Parmi les autres sujets qui font polémique, il y a l'adoption du règlement intérieur qui n'a pas fait non plus l'unanimité sur le principe de l'adoption des résolutions par un vote à main levée ou à bulletin secret. C'est donc un coup dur pour l'organisation de ce dialogue dont le caractère inclusif est plus que jamais remis en question. Tout à fait. On verra si les travaux reprennent effectivement ce vendredi, comme annoncé ici, oui, avec combien de participants. En tout cas, le président du Présidium, Gali Gatangote, a suggéré la mise sur pied d'une commission ad hoc chargée de 2 missions, se joindre au comité des leaders religieux et des sages pour discuter avec les acteurs qui boycottent le dialogue, les convaincre pour qu'ils reviennent à la table, pour ceux qui ont claqué la porte récemment, ou pour les autres qui boycottent depuis le début, donc rejoindre ceux qui ont commencé ce dialogue. Alors la commission ad hoc va également jouer le rôle de sapeur-pompier et intervenir lorsqu'il y a des tensions dans la salle du Palais des Arts et de la Culture. C'est là où se déroulent les assises du dialogue national. Ce dialogue qui doit déboucher, qui est censé déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils. Fréjus Konom, merci pour avoir partagé avec nous vos analyses. Merci à vous Serge, c'était un plaisir toujours renouvelé. Plaisir partagé, Fréjus Konom. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce duplex. Merci de l'avoir suivi. Mali, avec la multiplication des attaques djihadistes, de nombreuses populations ont abandonné leur foyer pour retrouver refuge en Mauritanie voisine. Précision dans un instant. TICAD édition 2022, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique était présent. Brahim Ghali, le leader du Front Polisario, qui a suscité la critique de la Tunisie. Prenant la parole lors de la conférence conjointe avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dénoncé le système de mondialisation qui servait qu'aux intérêts des États-Unis.
Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre au siège de l'information. Nous abordons là la deuxième partie de cette randonnée informative. Mali, la multiplication des attaques djihadistes et l'intensification des combats avec l'armée ont contraint de nombreuses populations à abandonner leur foyer et à trouver refuge en Mauritanie voisine. Mbera, l'un des camps qui les abrite, n'a jamais accueilli autant de monde. Imaginons. Avec plus de 78 000 réfugiés, le camp de Mbera, situé au sud-est de la Mauritanie, est l'un des plus grands camps de réfugiés du Sahel, mais il n'avait jamais accueilli autant de personnes. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, près de 8 000 Maliens y sont arrivés par leurs propres moyens depuis le début de l'année. Il n'y a pas de paix chez nous. Les problèmes ont commencé depuis longtemps, ça fait des années même. Mais on a essayé d'être patient et de rester sur nos terres jusqu'à ce qu'on ait su qu'on ne pouvait plus rester là-bas. Tous les jours, il y a des morts, les gens meurent. Depuis 6 mois, le camp reçoit plus de personnes venant des zones de Dogofri, de Ouagadou, de Nampala, de Sokolo et de la région de Tombouctou. Ces réfugiés, dont la plupart sont des nomades, disent avoir fui les agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique et les représailles intercommunautaires. Chez moi à Sokolo, c'est la guerre entre l'armée malienne et les Peuls. Les assaillants viennent dans le village, mettent un bandage sur les yeux des femmes, les amènent en dehors du village et font ce qu'ils ont à faire avec elles. Ils tuent les hommes. C'est notre réalité. Il n'y a pas que les Peuls et l'armée malienne chez nous. Il y a aussi des gens de l'armée Wagner qui accompagnent l'armée malienne. Selon Abdulaziz Mohamed, un membre de l'administration du camp, les violences se sont accrues depuis que l'armée malienne a amplifié ses opérations dans le centre du pays, appuyée par la société de sécurité russe Wagner. Ça ressemble à ce qui s'est passé en 2012 et en 2013 lorsqu'il y a eu l'opération Serval dans la zone. Ces gens, ces derniers temps, il y a eu vraiment un grand nombre de personnes qui sont arrivées fouillant vraiment ce qui se passe probablement dans des centres du Mali, les massacres qui se passent dans des centres du Mali. Le centre du Mali est l'un des foyers de la violence qui se propage à travers le Sahel depuis 2012 et qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de civils. Après l'épreuve des urnes, c'est la bataille juridique qui se profile en Angola. L'UNITA, l'opposition, contexte les résultats définitifs des législatives proclamées par la commission électorale, lesquelles donnent vainqueur le MPLA au pouvoir du président sortant, João Lourenço. Reportage. L'UNITA ne reconnaît pas les résultats de la commission nationale électorale et va déposer un recours suspensif, a indiqué le secrétaire général de ce parti, Alvaro Chikwamanga Daniel, dans une déclaration transmise aux médias. L'UNITA, le parti mené par Adalberto Costa Jr., 60 ans, affirme ne pas avoir été informé de la décision de la commission d'entériner les résultats, ni avoir reçu copie du procès verbal du dépouillement. Dans les rues de Luanda, plusieurs personnes qui espéraient voir un changement à la tête du pays se disent aussi déçues. Le peuple est mécontent. Nous voulions que la CNE se montre plus sereine, montre plus de travail avec la volonté du peuple. Le peuple veut du changement, de l'alternance. Le devoir du peuple est de se conformer à la CNE, mais celle-ci ne veut pas se plier à la volonté du peuple. En Angola, il n'y a pas d'élection présidentielle. La tête des listes du parti vainqueur aux législatives est investie aux fonctions de chef de l'État. En attendant la suite du recours annoncé par l'UNITA, João Lourenço, en célébrant sa réélection, a tenu à remercier les citoyens angolais. Je veux profiter de cette occasion pour remercier les citoyens angolais pour la confiance qu'ils m'ont accordée et continuer à travailler au développement socio-économique du pays et au bien-être de la population. Je remercie également tous les Angolais qui ont participé à ces élections qui se sont bien déroulées. Les analystes craignent que tout différend ne déclenche des manifestations de masse dans les rues, voire des violences, avec une jeunesse pauvre, sans emploi, frustrée et qui a majoritairement voté pour Costa Junior. João Lourenço a justement promis plus d'emplois pour cette jeunesse dans un pays riche en pétrole
et où une grande partie des 33 millions d'habitants ont du mal à se nourrir. L'Angola est confronté à l'inflation, mais aussi à la pire sécheresse depuis 40 ans. C'est la troisième fois de sa carrière que Raila Odinga conteste les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême. Le 9 août dernier, c'est sa 5e tentative ratée en tant que candidat au fauteuil de chef de l'État. Suivez. Les images de Raila Odinga, 77 ans, portant à la Cour suprême son recours contestant le résultat de la présidentielle du 9 août au Kenya, ont suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux. Certains se sont moqués de l'homme politique chevronné, tandis que d'autres ont salué son combat persistant pour ce que lui et ses partisans considèrent comme une justice électorale. Ceux qui ne cessent de critiquer le fait que Raila dépose des recours sont ceux qui voudraient faire du mal et espérer qu'il n'y ait pas de responsabilité pour eux. Ce qu'ils veulent faire, c'est créer une atmosphère d'impunité où ils n'auront jamais à rendre des comptes. La quête de justice électorale au Kenya a commencé il y a 3 décennies après la première élection présidentielle multipartite du pays en 1992. Feu Kenneth Matiba et Mwai Kibaki ont contesté les élections du président Daniel Arap Moi en 1992 et en 1997. Toutes ces choses doivent être vues dans le contexte de la lutte pour la démocratie, les droits de l'homme et le bien général du pays. Les petits progrès que nous avons réalisés au fil des ans sont dus à des choses de cette nature. Donc, quand Matiba va au tribunal, quand Kibaki va au tribunal, vous essayez d'améliorer et d'étendre les frontières de la démocratie. Après avoir confirmé l'élection d'Ouhuru Kenyatta en 2013, la Cour suprême au Kenya est entrée dans l'histoire en 2017 en étant le premier tribunal d'Afrique à annuler l'élection d'un président en exercice. C'est Raila Odinga qui avait déposé un recours. La Cour a cité des irrégularités et a ordonné un nouveau vote, remporté par le président sortant Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, après avoir perdu de justesse les élections de cette année, Odinga est de retour devant la Cour suprême pour la 3e fois consécutive. La plus grande chose que nous voudrions que la Cour fasse, c'est de reprendre exactement ce qu'elle avait fait la dernière fois et de leur dire « Nous vous avons dit de changer pour que vous puissiez organiser une élection crédible. Vous n'avez pas changé. Une fois de plus, vous n'avez pas réussi à organiser une élection crédible. Alors nous allons faire la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire que nous allons annuler cette élection. » Si vous allez au tribunal, que vous perdiez le procès ou pas, à la fin, il y a toujours quelque chose que la démocratie aura gagné. Il y a quelque chose que le pays aura gagné. Et c'est ainsi que nous devons voir la lutte d'un certain Raila Amolo Odinga. Le recours à la Cour suprême cette année marque un autre chapitre de l'histoire électorale du Kenya. Selon les analystes, quelle que soit la décision de la Cour dans les quelques jours, les Kenyans seront toujours gagnants sur le long terme. Les combats progressent plus au sud en Éthiopie. Samedi, l'armée fédérale avait annoncé s'être retirée de Kobo, une localité non loin de la frontière avec le Tigré, est tombée aux mains des rebelles. Depuis, des affrontements sont signalés en direction de la ville stratégique de Waldia, dans la région d'Amara. Suivez. Des sources humanitaires et des témoins ont rapporté lundi des affrontements à mi-chemin entre Kobo et la ville de Weldia, située à une 50aine de kilomètres plus au sud, en territoire Amara, et considérée comme un carrefour clé. Ce axe permet aux Tigréens de s'ouvrir la voie menant à la capitale Addis-Abeba au sud et une route menant au cœur de la région Amara. Les rares sources sur place évoquent une grande violence et des civils fuyant la ligne de front. Les forces rebelles affirment y avoir repoussé l'offensive gouvernementale déclenchée en direction de leur capitale, Mekele. Au cours d'une conférence de presse lundi, Getachew Reda, le porte-parole du TPLF, s'est félicité que ses troupes aient réussi à résister à l'offensive lancée selon lui par Addis Abeba contre le Tigré. Il a juré mardi 30 août que leurs forces continueraient de progresser, affirmant que l'objectif de la contre-offensive du TPLF n'est pas de contrôler de nouveaux territoires en région Amara, mais de neutraliser quiconque menacerait la sécurité du Tigré. Depuis mercredi et plus encore depuis qu'une frappe éthiopienne a touché un jardin d'enfants à Mekele vendredi dernier, les appels à cesser les hostilités se multiplient sans trouver d'écho pour le moment, et même si les deux camps continuent d'affirmer officiellement
qu'il reste ouvert à une solution négociée. Car selon les communiqués officiels des belligérants, la possibilité semble toujours ouverte à la négociation. Getachew Reda a aussi déploré que la communauté internationale ait échoué misérablement, ajoutant qu'il n'était pas trop tard pour ouvrir un processus de paix. Après avoir retiré son ambassadeur à Tunis en signe de protestation à l'invitation du chef du Front Polisario Brahim Ghali au Forum économique Japon-Afrique qui vient de se dérouler, Rabat multiplie les gestes de mécontentement et les positions hostiles. Les secteurs de la société civile proches des autorités s'en mêlent et critiquent. Reportage. Les clubs de volley-ball marocains ne participeront ni au championnat arabe ni au championnat africain des clubs, deux compétitions qui auront lieu à Tunis en septembre et en octobre prochain. Le Maroc ne digère pas que le président Kais Saied fût lui-même à l'aéroport pour recevoir en personne Brahim Ghali, le chef du Front Polisario, et lui dérouler le tapis rouge. Cette invitation est en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À Rabat, on considère que depuis l'arrivée de Kais Saied au pouvoir, la politique tunisienne sur le Sahara occidental a changé. La Tunisie est clairement sous pression algérienne. Pense-t-on à Rabat? Durant les dernières 48 heures, l'Union des magistrats, les avocats, la presse et l'Union des écrivains marocains, pour ne citer qu'eux, ont dénoncé dans des communiqués le geste tunisien. Une stupidité diplomatique dénonce ainsi le communiqué de l'Union des écrivains. Quant aux réseaux sociaux, ils se déchaînent et certains appellent même au boycott des produits tunisiens. En Tunisie, le syndicat de la presse regrette la campagne de dénigrement que les médias marocains sont en train de mener contre la population et les institutions tunisiennes. Plusieurs partis politiques critiquent la position de Kais Saied qui a, selon eux, renoncé au principe de la neutralité positive en ce qui concerne le Sahara occidental, position officielle adoptée depuis des décennies. D'autres défendent le président, affirmant que la position de la Tunisie est celle des Nations Unies. Depuis le discours du roi Mohamed VI le 20 août, durant lequel il a affirmé que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international, Rabat a durci ses positions avec ses voisins et ses alliés, et elle réclame d'eux une position claire sur la question. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est déroulée, je vous le disais, à Tunis, en présence du leader Brahim Ghali du Front Polisario et a suscité des critiques. Le Maroc considère Brahim Ghali comme le chef d'une milice séparatiste. Tunis et Rabat ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs. Le torchon brûle entre Rabat et Tunis. Une crise qui n'augure rien de bon entre les deux voisins et dont les tensions ne semblent pas s'apaiser. En cause, le dossier du Sahara occidental que Rabat estime comme étant partie intégrante de son territoire, statut contesté par un mouvement indépendantiste local appelé Front Polisario. Un mouvement dont le chef avait été convié à la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique qui s'est tenue les 27 et 28 août dernier à Tunis. Au-delà de la présence de la délégation sahraoui dans la capitale tunisienne, c'est bel et bien l'accueil réservé par le président Saied à Brahim Ghali qui pose problème, un accueil digne d'un chef d'État. Il n'en fallait pas moins pour déclencher la colère de Rabat qui, depuis la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par Washington, en échange d'une normalisation de ses relations avec Israël, a mis en garde tous ses partenaires sur ce dossier. En d'autres termes, plus de non-alignement possible sur le dossier à ses yeux. Chacun ne peut être pour ou contre le Maroc. Déjà en froid avec l'Algérie soupçonnée de soutenir les indépendantistes, le royaume chérifien ne s'attendait pas à croiser le fer avec la Tunisie, réputée pour sa neutralité. Une position pourtant réaffirmée par le gouvernement tunisien en réponse au communiqué publié par le ministère marocain des Affaires étrangères, quelques heures après avoir rappelé son ambassadeur pour consultation. Tunis a affirmé avoir agi, je cite, en totale neutralité sur la question du Sahara occidental, dans le respect de la légitimité internationale. Une réponse qui peine à convaincre au Maroc, où l'on dénonce une tentative de justification pleine d'approximation et de contre-vérité. Pour le politologue Rachid Keshana, la Tunisie aurait tout intérêt, face à une réaction qu'il considère comme démesurée du Maroc, à calmer le jeu pour sauver sa neutralité historique dans ce conflit. Écoutez-le. Moi, je crois que les deux ont exagéré. C'est-à-dire, le président tunisien n'aurait pas dû accueillir lui-même le président de la RAST, puisque la partie qui a invité tout ce monde-là, c'est l'Union africaine.
Donc il laisse à l'Union africaine le soin de recevoir le chef de l'État. Il peut ne pas intervenir. De l'autre côté, les Marocains aussi ont grossi et un peu exagéré l'impact de ces déclarations et de cet acte d'accueil, alors qu'ils peuvent trouver des moyens diplomatiques pour circonscrire la crise. Le Maroc va encore prendre des mesures, des sanctions contre la Tunisie, ce qui nuira aux rapports bilatéraux. Il faut pour les Tunisiens faire une initiative consistante en s'ouvrant sur le Maroc, en établissant un dialogue à un très haut niveau pour expliquer et dépasser cette crise qui est nuisible aux deux pays. Œil pour œil, dent pour dent, Tunis a également rappelé son ambassadeur pour consultation alors que depuis cet incident diplomatique, rien ne semble calmer le jeu entre les deux pays du Maghreb et surtout pas la presse marocaine qui n'a pas hésité à qualifier la Tunisie de nouvelle alliée d'Alger. Alors que le risque de se voir isolé totalement au Maghreb plane sur le royaume de Mohamed VI, ni Rabat ni Tunis n'ont depuis publié de nouvelles déclarations en vue d'un apaisement ou non de cette crise diplomatique. En prenant la parole lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov a dénoncé le système de mondialisation qui, selon lui, ne servait qu'aux intérêts des États-Unis et de leurs satellites. Il a plaidé pour des relations indépendantes au diktat américain. Reportage. La mondialisation avait pour seul objectif de servir les intérêts en premier lieu des États-Unis et de leurs satellites. On peut dès à présent en parler ouvertement. La fragilité de ce système de mondialisation a été déjà prouvée à maintes reprises ces dernières années, avec notamment le rôle absolument hypertrophié du dollar ou la manipulation des procédures de l'Organisation mondiale du commerce qui ne satisfaisait plus les États-Unis. Par conséquent, tous les pays qui pensent à leur avenir doivent non seulement en tirer les leçons, mais aussi prendre des mesures pratiques pour établir un système de fonctionnement de leurs relations économiques extérieures qui soit indépendant du diktat américain et du diktat de l'Occident en général. Nous y travaillons avec l'ensemble de nos partenaires fiables. Elvira Voreskenskakia, géopolitologue, était interrogée au sujet de l'éventualité de priver les Russes de visas européens. En effet, en réponse à la guerre en Ukraine, l'Union européenne réfléchit à suspendre ses visas pour les Russes. La question était au cœur des discussions entre les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Prague jusqu'au 31 août soir. Alors que certains pays veulent interdire l'Europe aux touristes russes, d'autres préfèrent une mesure plus symbolique comme la suspension d'un accord prévoyant des facilités pour la délivrance des visas à certaines catégories de Russes. Suivez. Il y a pas mal de voix dans l'Union européenne qui se lèvent. Dans la situation actuelle politique, il faut comprendre que l'Union européenne est clairement dirigée par l'Amérique sur le vieux continent. Donc, il y a beaucoup qui commencent à comprendre que c'est inutile, strictement inutile, prendre le peuple russe en otage en prenant la décision d'interdiction de délivrer les visas parce qu'on assiste, jusqu'ici on a assisté aux sanctions contre le gouvernement russe, contre le président de la fédération et son entourage. Et là, carrément, on commence à vouloir prendre en otage tout un peuple russe, les citoyens russes qui aimeraient se déplacer librement d'un pays à l'autre de l'Union européenne. Moi, je dirais que c'est tout simplement, si cette décision, bien sûr, va être adoptée, ça va être le contraire au principe des droits de l'homme. Et je dirais même qu'on peut appeler ça une vraie discrimination. L'Europe a vécu une discrimination pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand certaines communautés n'avaient pas le droit de se déplacer librement. Je pense que tout cela ne mènera à rien.
Et on espère que les voix éclairées dans l'Union européenne s'élèveront pour ne pas permettre que cette décision soit adoptée. Par exemple, le porte-parole du département des visas d'État des États-Unis a déclaré pendant un briefing à la presse étrangère que les États-Unis n'envisagent et n'envisageraient pas l'interdiction de délivrer les visas aux Russes. Une fois de plus, si l'Union européenne prendrait cette décision, ça va être néfaste pour l'Union européenne elle-même, parce qu'il faut comprendre que c'est pas judicieux du tout mettre en place une telle mesure, surtout dans le contexte actuel où on assiste quand même à la montée des prix dans l'Union européenne. On sait que l'hiver s'annonce très très rude. On ne doit pas s'enfoncer encore plus. Il faut vraiment commencer à comprendre que tout ça ne mènera nulle part, tout ça c'est inutile et avant tout néfaste pour l'Union européenne elle-même. Mais c'est vrai que je répète, c'est déjà bien, c'est un bon début. On espère que les voix comme ça vont se lever en faveur des Russes. Les Russes, ce n'est pas les ennemis. Que c'est un indice qu'on ira vers quelque chose vers un apaisement. On ne peut pas prendre en otage un peuple. Les États-Unis d'Amérique vont restituer au Cambodge 30 antiquités pillées, dont des statues en bronze et en pierre de divinités bouddhistes et hindoues datant de plus de 1000 ans. Précision. Le procureur fédéral de Manhattan, Damien Williams, a expliqué que les antiquités avaient été restituées volontairement par les musées américains et les collectionneurs privés après que le bureau du procureur fédéral a déposé des avis de confiscation. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous rendons 30 œuvres d'art anciennes au royaume du Cambodge. Les sites archéologiques de ce pays d'Asie du Sud-Est, dont Kokher, la capitale de l'ancien empire khmer, ont été pillés lors des guerres civiles entre les années 1960 et 90. Ces statues et œuvres d'art, dont la création remonte à une période allant de l'âge du bronze au XIIe siècle, ont une valeur culturelle extraordinaire pour le peuple cambodgien. Le gouvernement cambodgien cherche depuis très longtemps à rapatrier les antiquités volées et vendues sur le marché international. La statue de Ganesha ainsi que le magnifique skanda assis sur un pont que nous avons ici également se trouvaient autrefois sur le site archéologique de Kokher, la capitale de l'ancien empire khmer du Cambodge. Damien Williams a ajouté que les articles retournés avaient été acquis par des acheteurs occidentaux auprès de Douglas Latchford, un revendeur de Bangkok qui a créé de faux documents pour dissimuler que les articles avaient été pillés puis passés en contrebande. En 2019, des procureurs américains ont inculpé M. Latchford, un citoyen de la Thaïlande et du Royaume-Uni, pour fraude électronique et contrebande suite à des pillages présumés. Il est décédé en Thaïlande en 2020. Avec le retour imminent de ces objets d'art, Keo Shea, ambassadeur du Cambodge aux États-Unis, a exprimé sa grande satisfaction. Eh bien, c'est mon grand honneur et c'est l'honneur de notre peuple. Tout le peuple cambodgien est heureux et il apprécie beaucoup que le gouvernement américain puisse prendre ces objets culturels pillés, rendre son âme et son identité au Cambodge. À la fin du point presse, l'ambassadeur a révélé que les antiquités seront exposées au Musée national du Cambodge à Phnom Penh. Alors que les températures augmentent dans le Maryland, l'association Meals of Heroes
On Oil, voilà, se mobilise pour atténuer la canicule dont sont victimes les populations, connues pour distribuer des repas aux personnes âgées ou des confinés à domicile. L'association fournit désormais des ventilateurs. Suivez. L'organisation à but non lucratif a livré des ventilateurs à plus de 40 de ses clients cet été. Stephen Murphy, qui souffre de la maladie de Lyme, et sa compagne Sherry Daniels, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer précoce, font partie des bénéficiaires du programme Fan Club. Meals on Wheels a toujours essayé de procurer à notre population des produits nécessaires, comme un chauffage en hiver, et maintenant ce sont des ventilateurs, puisque nous connaissons une chaleur prolongée dans la région. Nous avons la chance d'avoir une partie de la maison en sous-sol, donc vous savez, même dans les pires jours de canicule, si nous perdons la climatisation, il y a des endroits où on peut se réfugier dans la maison et être un peu plus au frais. L'homme de 63 ans est reconnaissant. Je ne supporte plus la chaleur comme avant. J'ai fait de la course à voile, j'ai fait du vélo dans le sud profond des États-Unis. Vous savez, j'avais l'habitude à la chaleur. Et comme je l'ai dit plus tôt, avec ce genre de climat, je me limite vraiment à l'intérieur parce que je commence littéralement à frissonner si j'ai trop chaud. Les ventilateurs sont donc d'excellents moyens pour éviter que cela arrive. La directrice générale de la popote roulante, Ruth Masterson, explique les raisons qui ont poussé l'ONG à lancer le programme de livraison de ventilateurs. Ce qui nous a motivés à le lancer, c'est la réalité du changement climatique et le fait simplement de constater que les étés sont plus chauds. Il a tendance à faire chaud un peu plus tard, mais il semble qu'il fait plus chaud chaque année et nos clients ont exprimé un besoin réel. À en croire Ruth Masterson, les clients se disent comblés. Nous avons lancé le Fan Club l'an dernier en 2021. Nous recevons des appels et des commentaires régulièrement de nos clients qui nous disent combien ils sont satisfaits et soulagés d'avoir les ventilateurs afin de les aider à passer l'été. De nombreux clients n'ont pas la climatisation centralisée ou bien ils ont un seul climatiseur accroché à une fenêtre pour tout leur appartement et donc ces ventilateurs font une différence énorme dans la vie de nos clients. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a notamment référencé quelques anomalies et événements climatiques significatifs pour le mois de juillet dernier. D'autres régions du monde sont également confrontées à une hausse des températures, les scientifiques affirmant que le changement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Pendant ce temps, les inondations dévastatrices qui ont touché plus de 33 millions d'habitants sont les pires de l'histoire du pays, selon le chef du gouvernement Shehbaz Sharif. Nous sommes au Pakistan. La rivière Swat est sortie de son lit et a emporté avec elle ponts et infrastructures routières dans le nord-ouest du Pakistan. Des dizaines de millions de Pakistanais sont affectés par les pluies de mousson tombées sans répit depuis le mois de juin, qui ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1100 personnes. L'ONU annonce des aides d'urgence. Avec le gouvernement du Pakistan, les Nations Unies lancent aujourd'hui un plan de 160 millions de dollars pour répondre aux inondations dévastatrices au Pakistan, les pires depuis des décennies. Depuis juin, de fortes pluies ont touché le pays et 33 millions de personnes sont touchées, selon les estimations du gouvernement. Plus de 1000 personnes sont mortes, dont plusieurs centaines d'enfants. Près d'1 million de maisons ont été endommagées et plus de 700 000 têtes de bétail ont été perdues. D'énormes pertes en vie humaine et en infrastructures pour le Pakistan. Le pays va avoir du mal à se remettre sur pied. Je pense que les dégâts vont être colossaux. À ce jour, l'estimation préliminaire est énorme. Elle est supérieure à 10 milliards de dollars et mon intuition est que cela va être 2 à 3 fois plus élevé que ce que nous estimons. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre. Un hélicoptère chargé d'aide humanitaire va tenter d'atteindre les vallées isolées du Pakistan, coupées par les inondations incessantes. Près de 200 000 personnes y sont bloquées et c'est le seul moyen de les atteindre.
Les missions de l'armée et du gouvernement ont déjà secouru des centaines de touristes, d'habitants paniqués et d'écoliers. Notre maison et le quartier sont sous l'eau. Nous sommes vraiment désemparés, notre maison est submergée. Nous devons faire face à ces difficultés pour atteindre nos écoles. Les secouristes nous emmènent à l'école et nous ramènent à la maison. Nous avons du mal à trouver de la nourriture. Je n'ai même pas d'endroit pour cuisiner à la maison. C'est pourquoi je vais demander de l'aide. Un Pakistanais sur 7 est affecté par les inondations. Des terres agricoles vitales ont été détruites et le principal fleuve du pays menace à nouveau de sortir de son lit. Pour l'instant, les populations du nord-ouest pakistanais ne sont pas hors danger. Le gouvernement afghan est confronté à d'énormes défis. Une faim généralisée, une crise financière profonde. Cela met en danger près de la moitié des 40 millions d'Afghans, dont beaucoup souffrent de faim aiguë. Il n'y a pas de faim en vue et l'hiver n'est que dans quelques mois. Golf TV Africa reportage. L'Afghanistan. Déjà l'une des nations les plus pauvres de la planète, le gouvernement mène une nouvelle bataille. La sécheresse, la pauvreté et la faim généralisée. Son nom est juste Zia, c'est un homme simple avec des besoins simples. En haut de sa liste, mettre de la nourriture sur la table pour sa famille. Nous pouvons nous permettre de manger, mais c'est difficile. Si je ne travaille pas, je ne peux pas donner de la nourriture. Je dois travailler du matin au soir. Le déjeuner, c'est du pain et du thé. Et comme de nombreux Afghans, la famille de Zia est confrontée à une lutte quotidienne pour manger. 2 de ses 3 enfants ont récemment été hospitalisés pour malnutrition, dont le plus jeune, qui a 4 ans et qui est très petit pour son âge. J'ai remarqué qu'il ne mangeait pas et qu'il avait des vertiges, qu'il était très lent. Nous avons emmené le plus jeune à l'hôpital hier et le plus âgé l'année dernière. Les sachets de suppléments nutritifs fournis par l'hôpital remplissent les petits ventres, mais c'est une solution à court terme. 90% des Afghans ne mangent tout simplement pas à leur faim, et près de 50% d'entre eux souffrent d'une telle malnutrition que les Nations Unies parlent de faim aiguë. L'année a été difficile pour le peuple afghan. Maintenant, si vous vous promenez dans un marché comme celui-ci à Bamiyan, vous trouverez toutes sortes de nourriture et de légumes. Le problème est que les gens n'ont pas assez d'argent pour les acheter et ils se plaignent des prix élevés. Les autorités locales disent qu'environ 90% des gens vivent ici en dessous du seuil de pauvreté et qu'ils ont des fruits, des légumes ou de la viande au mieux une fois par mois. Le nouveau gouvernement dit qu'il a apporté la sécurité au pays, mais la dure réalité demeure. Peu de nations extérieures veulent des relations avec le nouveau gouvernement et par conséquent, beaucoup de gens n'ont pas assez à manger. Le docteur Ahmedi aimerait dire que la région de Bamiyan et tout l'Afghanistan connaîtront des jours meilleurs, mais il ne peut pas. Actually, the future of Afghanistan is something En fait, le futur de l'Afghanistan est quelque chose qui n'est pas clair pour tous les Afghans vivant ici. Même moi ou n'importe qui d'autre en Afghanistan, la sécurité signifie juste être en vie, que vous ne serez pas tué, que vous êtes en vie. Beaucoup ici ont survécu à des générations de combats. Mais combattre la faim à l'intérieur de ses frontières et l'apathie à l'extérieur pourrait s'avérer trop difficile pour de nombreuses personnes dans le besoin. La Chine a publié des images prises par son premier satellite d'observation solaire Rié. Ce premier satellite chinois d'observation solaire a obtenu la première imagerie à balayage spectral alpha H-alpha au monde ultra précis. Il a permis d'observer près de 100 éruptions solaires depuis son lancement en octobre dernier. Le premier satellite chinois d'observation solaire, Shire, a obtenu la première imagerie à balayage spectral H-alpha au monde. Ultra précis, il a permis d'observer près de 100 éruptions solaires depuis son lancement en octobre dernier. C'est comme un scanner profond de tout le Soleil et cela vise à déterminer les lois physiques de l'atmosphère et de l'activité solaire. Cela nous aidera également à prévenir les effets néfastes de cette activité sur notre planète. Le satellite a fait au moins 5 percées importantes, en particulier dans le type de technologie qu'il utilise.
Les percées les plus importantes sont sa haute précision de pointage et sa grande stabilité qui atteint 1 à 2 ordres de grandeur de plus que les satellites nationaux existants. Cela signifie un meilleur environnement pour la charge utile de la caméra et par conséquent de meilleures images. Et les résultats de la sonde de Shire sont disponibles pour les scientifiques du monde entier. La sonde solaire est une cause commune à tous les êtres humains. Nous devons tirer parti de ces données et de ces ressources pour fournir du matériel de recherche aux physiciens solaires du monde entier. Cela les aidera à faire plus de découvertes scientifiques et à mieux servir la société humaine. Les scientifiques expliquent qu'il est important pour l'humanité d'étudier le Soleil, car son activité a de nombreux effets sur la vie terrestre, et ils continueront à contribuer à cette grande cause pour tous. À 6 mois du scrutin au Nigeria, une pluie de critiques s'abat sur le président sortant Muhammadu Buhari. Plus de 96 millions de Nigérians seront appelés à voter, dans un plus grand nombre pour la première fois. Suivez. Les prochaines élections présentent une grande opportunité pour un engagement politique des jeunes dans une proportion que le pays n'a pas vue durant son histoire récente. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que l'exercice d'inscription sur les listes électorales d'un an qui s'est achevé le 31 juillet dernier a fourni plus de 10 millions de nouveaux électeurs, dont 84% sont âgés de 35 ans ou moins. They constitute almost 70% of the voting community. Ils constituent près de 70% de l'électorat quand vous prenez les femmes et les jeunes ensemble. Ils ont été jusqu'ici réduits en silence. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent se faire entendre. Ils veulent avoir leur place autour de la table. Donc, la seule façon qu'ils peuvent le faire, c'est à travers leur bulletin de vote. Les analystes politiques affirment que les difficultés économiques du pays, en particulier une inflation à 2 chiffres, ainsi que l'insécurité croissante, pourraient pousser davantage des jeunes à participer massivement à la présidentielle de 2023. Mais il y a bien d'autres raisons. Et ils commencent à se rendre compte que, en effet, on peut changer la nature de la politique en changeant des personnalités, en particulier en choisissant des gens qui sont capables de faire la différence. La participation aux élections nigérianes est généralement faible, mais les élections de 2023 continuent de mobiliser davantage de personnes, en particulier des jeunes. Lors des dernières élections en 2019, il y avait 84 millions d'électeurs inscrits au total, selon les chiffres de la CENI. Je pense que comme la campagne va commencer dans les prochaines semaines, ce qui va motiver les jeunes à se rallier derrière certains d'entre eux sera de savoir quelles sont les nouvelles idées qu'ils apportent, quel est leur passé, leur caractère, quels sont leurs antécédents, qui va parler pour eux, à quelles valeurs se conforment-ils et qu'est-ce qu'ils ont réalisé depuis. En 2020, les jeunes du pays ont décidé de tenter à nouveau d'imposer le changement. C'était lors des manifestations ENSAS d'octobre. Les électeurs nigérians choisiront un nouveau président pour succéder à Muhammadu Buhari le 25 février prochain. Fustigeant les fonctions occidentales prises à l'égard de la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a promis des mesures de rétorsion fortes si l'Union européenne décidait de suspendre la délivrance des visas touristiques aux citoyens russes. Suivez. Effectivement, le Kremlin a promis de réagir pour protéger au mieux les intérêts du pays et des ressortissants russes dans l'hypothèse d'une décision de l'Union européenne visant à empêcher la délivrance de visas. Une directive qui bénéficie pour l'instant du soutien de la Finlande, la Pologne et les pays baltes. Dmitry Peskov, porte-parole du président russe, a estimé qu'il s'agissait d'une décision qui ferait tort aux Russes et a affirmé suivre attentivement l'évolution de la situation. Il a également pointé du doigt l'absence du consensus au sein de l'Union européenne sur cette question. Je vous propose d'écouter. Malheureusement, Bruxelles et certaines capitales européennes se montrent de plus en plus déraisonnables. Il s'agit aussi bien d'élan anti-russe que de vagues de haine pure et simple contre notre pays, de mesures complètement irrationnelles, voire absurdes sur le plan énergétique, mesures dont la population des pays européens fera les frais.
mais qui permettent, par exemple, aux entreprises américaines de gagner beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est cet ensemble d'irrationalités, frisant la folie, qui rend possible des décisions comme celle sur les visas. Nous savons que les Européens ne partagent pas tous le même point de vue à ce sujet. Nous suivrons attentivement l'évolution de la situation. C'est une décision très sérieuse qui peut faire tort à nos concitoyens. Naturellement, de telles décisions ne peuvent rester sans réponse. Mais je le répète encore une fois, quoi qu'il arrive, nous réagirons de manière à servir au mieux nos intérêts et à protéger les intérêts de nos citoyens. La diplomatie russe avait déjà qualifié la restriction de visa délivrée aux citoyens russes de russophobie pure, relevant du Conseil des droits de l'homme, étant donné qu'il s'agirait de discrimination fondée sur la nationalité. Il n'est pas seul à manifester son hostilité à une telle mesure. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est lui aussi dit opposé à une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen, ciblant les citoyens russes. Le chef de la Crimée a rejeté les accusations ukrainiennes concernant l'offensive dans le sud survenue lundi. Et les responsables de l'Union européenne ont déclaré que le bloc pourrait convenir de limiter la délivrance des visas pour les Russes lorsque ces ministres des Affaires étrangères se réuniraient cette semaine. Suivez. À une prétendue offensive sudiste des forces armées ukrainiennes, le chef de la Crimée, revendiqué par la Russie depuis 2014, affirme qu'il s'agit de fausse propagande ukrainienne. Plus tard cette semaine, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniront pour discuter des combats en Ukraine. Il y a des spéculations selon lesquelles les restrictions de visa pour les ressortissants russes pourraient faire partie des discussions. Mais les pays de l'UE ne sont pas du tout d'accord sur l'opportunité d'une telle mesure. Des pays comme l'Estonie et la République tchèque qui ont déjà cessé de délivrer des visas de tourisme aux Russes, en passant par l'Allemagne qui n'est pas favorable à une interdiction à l'échelle de l'UE et a mis en garde pour la nécessité de prévoir des voies d'évacuation pour ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement russe actuel et cherchent à fuir. Voilà qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir.